Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI, c'est l'heure de votre grand dossier. Et si ce n'était que le début, après 3 jours de chute, les bourses s'offrent enfin une pause, on ne voit plus tout en rouge. Mais attention, regardez celui qui a décidé de nous gâcher la fête. Michel-Édouard Leclerc, il prévient, il n'y a pas de quoi se réjouir. Regardez ce qu'il dit aujourd'hui, c'est un jeu de dominos qu'il va nous falloir reconstruire. Il y en a pour 10 ans, car c'est la fin d'un ordre. Est-ce qu'il va trop loin ou au contraire, est-il le seul à voir les choses en face? En attendant, les deux superpuissances continuent de s'affronter. États-Unis, Chine, qui gagnera le bras de fer? Les menaces de taxes pleuvent. Donald Trump menace de taxer les produits venant de Chine à hauteur de 104%. Si le commerce s'arrête entre ces deux-là, va-t-on être inondé de produits chinois? Quelles conséquences pour la France et pour l'Union européenne? Et nous, comment doit-on réagir? Donald Trump nous propose un deal. Je vous laisse tranquille, mais seulement si vous achetez mon énergie. Que répondre à ça? Vous aurez toutes les réponses dans ce grand dossier. Après avoir vu rouge, les bourses mondiales reviennent progressivement au vert. Partons à New York pour rejoindre notre correspondant sur place, Thierry Coiffier. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Ouf, Wall Street peut souffler. Effectivement, Émilie, Wall Street peut souffler. Les principaux indices ici sont en hausse. Je vais vous donner en temps réel le Dow Jones plus 3%, le S&P 500, vous savez, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, plus 3,2%, le Nasdaq aussi en très forte hausse. Et puis même des actions comme Apple, vous savez, qui est très exposée à l'importation de produits chinois, de composants chinois pour ses téléphones notamment, eh bien est en forte hausse, plus 4%. C'était effectivement un soulagement, mais alors vous le disiez, il y a ici deux interprétations possibles. Certains ont vu dans les déclarations de Donald Trump d'hier, vous savez qu'il a entamé des négociations avec le Premier ministre japonais. Certains analystes y voient comme une brèche. Le président Trump ne serait pas si ferme que cela sur ses droits de douane. Voilà la première interprétation. Ça explique peut-être le rebond d'aujourd'hui. Et puis il y a des analystes qui sont beaucoup plus pessimistes. Ils ne voient dans la pause d'aujourd'hui qu'un rebond technique parce que selon eux, structurellement, rien n'a changé. Mais vous l'avez très bien expliqué, Émilie, la Chine n'entend pas céder aux menaces du président Trump, ces menaces de 104%, vous le disiez. L'Union européenne va annoncer, selon la Commission, eh bien, des contre-mesures certainement la semaine prochaine. L'accalmie n'est sans doute que temporaire. Merci beaucoup Thierry Coiffier en direct de New York. Qui est sur ce plateau pour en parler cet après-midi? Valérie Nataf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là Valérie, éditorialiste internationale LCI. À côté de vous, c'est Raymond Soubi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la société de conseil Alixio et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Grégory Phillips, bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous êtes rédacteur en chef international LCI et Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite d'économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous avez une formation de sage-femme, c'est ce que vous venez juste de me dire. Donc je trouve ça extrêmement rassurant. Vous avez vu, je suis complet. Oui, c'est vrai, vous êtes tout terrain. Alors, si vous avez besoin de retrouver le sourire, si vous avez besoin d'être rassuré par la situation actuelle, n'écoutez surtout pas Michel-Édouard Leclerc. Ce n'est que le début d'une grande négociation qu'impose l'Amérique, qui casse la table, comme on dit, mais qui va impacter, par exemple, la France dans ce qu'elle exportait aux États-Unis, mais qui va aussi impacter la France dans la réaction de tous les autres pays qui, ne pouvant pas vendre aux États-Unis, vont essayer de dégager leurs produits sur l'Europe et donc sur la France. C'est un jeu de dominos dont on voit bien comment il va tomber. Mais c'est un jeu qu'il va nous falloir reconstruire. Et je vais oser dire ça, mais il y en a pour 10 ans, parce que c'est la fin d'un ordre. Christian de Boissieu, est-ce qu'on joue à se faire peur quand on dit qu'on en a pour 10 ans? Ou est-ce qu'au contraire, ils disent ce qu'on pense tout bas, Michel-Édouard Leclerc? On n'en sait rien. Bon, je veux dire par là que, à force de vouloir être précis, on risque de passer à côté des scénarios possibles. Je pense que ce qui se passe crée une rupture importante dans le phénomène de mondialisation, dans ce qui tenait lieu de gouvernance mondiale. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y a encore moins avec l'approche unilatérale du président Trump.
Sur les bourses, puisque il y a le court terme et puis il y a la vision à long terme, sur les bourses, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est une correction de la correction, si vous voulez. C'est-à-dire que les bourses ont beaucoup chuté depuis une semaine. Il y a une sorte de pause parce qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement ou d'investisseurs qui rachètent peut-être en disant voilà, on va profiter de la baisse pour acheter et reprendre position sur le marché. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour considérer qu'il y a une inversion de tendance sur les bourses. C'est trop tôt. L'incertitude est trop forte. Je veux dire, le conflit entre la Chine et les États-Unis reste très intense. On attend la réaction de l'Europe. Voilà. Et il n'y a pas que les marchés qui sont volatiles. Le président américain, lui aussi, est volatile. Mais alors, oui, c'est vrai. Raymond Soubi, mais alors c'est justement ce brouillard qui peut inquiéter. C'est cette incertitude. Oui, c'est-à-dire que l'incertitude, elle est antérieure à ce que nous vivons. Car si on prend le cas de l'Europe, il y avait des problèmes en Europe très sérieux avant même que se déclenche l'offensive de M. Trump. Moi, je me souviens, c'était 15 jours avant l'élection du dit M. Trump. Et j'avais une réunion avec un certain nombre de responsables de groupes américains en Europe. Et moi, ce qui me frappait, Trump n'était pas dans le paysage, c'est qu'ils disaient tous « Vous avez des problèmes considérables en Europe et il est temps pour nous de voir si nous n'allons pas rapatrier une partie de nos activités. » Tout ça pour dire qu'il y a des sujets antérieurement à M. Trump. M. Trump, bien entendu, avec des mesures que je ne qualifierai pas, parce qu'elle se qualifie toute seule, fait ce qu'il fait, crée un désordre profond. Mais sur les conséquences à terme de ce désordre, je suis un peu de l'avis de mon maître, qui vient de mes maîtres, qui vient de... Vous êtes vite rétrogradé. Qui vient de parler. Il suffirait qu'il y ait un soulagement, même léger, pour que tout le monde dise « ouf » et que ça reparte. Autrement dit, je pense que tant que M. Trump sera comme ça, ce sera comme ça, mais si du jour au lendemain... il change de musique, à mon avis, tout peut absolument s'inverser. Resteront les sujets permanents sur l'Europe, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui ne sont pas liés à M. Trump, qui sont antérieurs à M. Trump. Ouais. Alors, qui va devoir passer à la casserole ? Ce sont les consommateurs. Regardez ce que dit Michel-Édouard Leclerc encore ce matin. Je crains une inflation structurelle. Le droit de douane, c'est un impôt. Écoutez également Denis Oliven, chef d'entreprise et auteur de l'ouvrage « La France doit travailler plus ». Lui, il dit que ce sont même les plus défavorisés qui vont devoir passer à la caisse. Qui sont les gagnants de ce qui va se passer là ? Tout le monde va être perdant. C'est un jeu à somme négative. Les premiers perdants, ça va être la classe ouvrière américaine que Trump prétendait défendre. Parce que l'effet d'inflation d'un côté et de récession de l'autre, c'est les plus pauvres qui vont les payer. Ensuite, ce sont nos travailleurs à nous. C'est les catégories défavorisées chez nous. Les partis qui prétendaient les défendre étaient hostiles à la mondialisation. La mondialisation, finalement, la fin de la mondialisation va leur être défavorable. Valérie Nataf, c'est vrai que les plus riches ne verront pas spécialement la différence. Ce sont plutôt les classes moyennes et les classes populaires qui vont voir une différence à la fin du mois. Oui, je crois que celui qui définit le mieux ce qui est en train de se passer et qui, d'une certaine manière, rejoint Michel-Édouard Leclerc dans ses prédictions, c'est un chef d'entreprise américain qui a été proche de Donald Trump et qui aujourd'hui le critique avec violence. Il s'appelle Bill Ackman et il dit que maintenant nous sommes dans un hiver nucléaire économique qui a été auto-infligé. Je crois que ça dit à quel point les conséquences vont être terribles, à la fois pour les Américains, mais aussi pour le reste du monde, parce que nous parlons de l'Europe évidemment et de la France en premier lieu, mais imaginons ce qui va se passer en Asie, dans des pays comme le Bangladesh, comme le Pakistan ou en Afrique. On a vu des droits de douane exorbitants pour un pays comme le Lesotho. Je ne parle même pas des îles uniquement habitées par des manchots. Donc il faut se rendre compte que ce que fait Donald Trump, d'une certaine manière, et je laisserai les spécialistes le dire, mais c'est détruire le système, essayer de le détruire et de voir ensuite qui se relève. Il est assez darwinien de ce point de vue-là. Oui, Grégory Philippe, c'est aussi Michel Sapin qui le disait ce matin sur TF1, l'ancien ministre de l'économie, qui disait finalement Donald Trump
a tout à perdre. C'était même sur LCI, c'est encore mieux. Donald Trump a tout à perdre. Il va dans le mur, c'est ce qu'il disait ce matin. Oui, alors c'est ce qu'on dit en France, c'est ce que disent aussi certains républicains de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, vous citiez ce chef d'entreprise, le très conservateur Ben Shapiro, qui a un podcast très écouté aux États-Unis, a mis une alerte hier soir en disant que c'était une politique très risquée. Vous avez des responsables républicains qui commencent à tirer la sonnette d'alarme, et peut-être qu'on parlera aussi d'un certain Elon Musk qui commence à être très fâché par ce qui est en train de se passer. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Monsieur Soubi à l'instant. Dans le calendrier, normalement, ces droits de douane, ces tarifs entrent en vigueur à minuit ce soir, heure de Washington, donc demain matin pour nous. Trump est très volatile. Il peut encore... vous y croyez ? Écoutez, on est peut-être au début d'une négociation. Et il y a d'ailleurs une cinquantaine, soixantaine de pays qui ont commencé à négocier. Avec Valérie Nata, vous savez qu'on travaille énormément pour le grand dossier. On a relu cet après-midi The Art of the Deal. Vous travaillez tellement que je ne vous vois pas une seule seconde. The Art of the Deal. Le travail, c'est un métier. De 1987, qui est un peu la Bible de Donald Trump, la manière dont il explique comment il voit le monde des affaires, de la négociation et du deal. Qu'est-ce qu'il dit dans The Art of the Deal ? Mon style pour obtenir des accords est très simple et très direct. Je mets la barre toujours très haut et je pousse. Et je pousse, et je pousse encore vers ce que je cherche à atteindre. Parfois, mon deal est beaucoup plus bas que ce que j'espérais. Parfois, ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Ça décrit quand même, je pense, et encore une fois, les spécialistes seront bien plus précis que moi sur cette question, mais Trump met la barre extrêmement, oui, il explose le système du commerce mondial, il attend de voir comment la poussière retombe, et après on voit si on peut éventuellement discuter avec certains pays. Oui, donc on verra si d'ici ce soir minuit, Donald Trump change d'avis. Et juste pour ceux qui se poseraient la question, on est à des étages différents, donc c'est normal qu'on ne se voit pas l'après-midi, évidemment. Je voudrais vous faire écouter une autre remarque de Michel-Édouard Leclerc. Lui, il dit qu'avec ces nouveaux droits de douane, il faut s'attendre à un déferlement des produits chinois sur l'Union européenne, mais aussi sur la France. Aujourd'hui, par exemple, la Chine, si elle ne trouve pas les débouchés américains, elle va nous refaire le coup des voitures. Si ces voitures ne peuvent pas aller aux États-Unis, elles vont venir en France. Alors, c'est là que je vais avoir besoin de vos lumières, Christian de Boissieu. Vous n'êtes pas au courant, mais vous allez vous lever pour aller avec moi devant le grand écran. Mais en même temps, on m'a dit que vous étiez très bien formé à l'exercice, donc vous allez voir, c'est très simple. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est comment tous ces produits vont se retrouver en France, ces produits chinois, et pourquoi ? D'abord, regardons les taxes qui sont imposées par les États-Unis depuis jeudi. Donald Trump, on le rappelle, avait annoncé 54% de droits de douane sur tous les produits chinois qui iraient jusqu'aux États-Unis. La Chine a prévenu qu'elle pouvait faire la même chose et donc hier, il a menacé 50% supplémentaires, donc on arriverait à 104%. Est-ce qu'à ce stade-là, ça veut dire que c'est la fin des échanges ? Ça tue énormément les volumes d'échanges. J'ajoute que les Chinois avaient répondu aux 34%, parce que Absolument. Les 54, c'est 20 plus 34, les 20 antérieurs plus les 34 qui viennent d'être ajoutés. Et face à la réaction de la Chine, le président Trump réagit lui-même en rajoutant 50. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Et que là, alors, il y a sans doute, dans ce flux bilatéral entre la Chine et les États-Unis, il y a sans doute un certain nombre de produits, je pense... aux iPhones qui viennent de Chine, qui sont achetés par les Américains, ou d'autres produits de nouvelles technologies, qui sont peut-être, dont la demande est peut-être peu élastique par rapport au prix, mais enfin, là, ça fait quand même, ça fait un doublement. À partir de quel seuil ? Là, on parle de 54%, voire 104%. Si Donald Trump va au bout de ses menaces, ça veut dire qu'à partir de combien les échanges ne sont plus possibles ? Il n'y a pas de réponse générale. Je pense que ça dépend vraiment des produits. Je vous dis, il y a des produits, à mon avis, dont la demande va se maintenir en partie malgré les prix. Et là, on va retrouver la question des inégalités à l'intérieur des États-Unis. Il y a des gens qui vont pouvoir digérer la hausse des tarifs et la hausse des prix, et puis les classes moyennes inférieures aux États-Unis vont pas pouvoir. Donc on va retrouver la question des inégalités intra-américaines. Mais pour résumer, je pense que si on va vers ça, ce qui n'est pas encore sûr, hein, mais si on va vers 104% de tarifs, moi je n'ai pas souvenir dans l'histoire
je ne connais pas tout, mais je n'ai pas souvenir qu'on ait vu dans les 20 ou 30 dernières années des hausses de droits de douane aussi élevées. Hein. Donc vous voulez dire que c'est quasiment du jamais vu. Je voudrais vous montrer une autre carte, parce qu'on va se poser la question sur la Chine et l'Union européenne. Donc la Chine pourrait se rabattre de façon considérable sur le marché européen et donc sur nous. Alors, on le rappelle, elle exporte déjà beaucoup de voitures électriques, beaucoup de textiles, de surproduction chinoise, mais aussi des panneaux solaires. Est-ce que ça veut dire, c'est peut-être une question que les téléspectateurs se posent, est-ce que ça veut dire que potentiellement ces produits vont doubler chez nous ? Ça va dépendre des négociations qu'il va falloir ouvrir entre nous, l'Union européenne, et la Chine. Parce que, je veux dire, si nous sommes envahis par les produits chinois, comme effet de compensation du côté de la Chine de ce qu'elle ne va plus trouver du côté américain, je pense qu'il faudra quand même, en quelque sorte, peut-être se protéger, pas se fermer. Je ne suis pas en train de parler de fermeture de l'Europe. Je suis en train de parler, peut-être renégocier les accords entre l'Union européenne et la Chine pour faire en sorte que on coule pas. Vous prenez l'exemple des voitures électriques. Avant même les décisions actuelles, moi j'ai été impressionné par la vitesse avec laquelle les voitures électriques de BYD, comme on dit, finalement, viennent en Europe, parce qu'elles sont jusqu'à présent relativement moins chères que les équivalents européens. La qualité a l'air correcte, c'est-à-dire que les Chinois, ils sont en termes de concurrence, il y a 20 ans, ils nous imitaient, ils importaient les technologies qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, ils font eux-mêmes des innovations de rupture. Oui. Et donc, là-dessus, il va falloir que l'Europe se bouge. Et je reviens, vous allez dire, chaque fois que je viens ici, j'en parle, excusez-moi, c'est marotte. Il faut que l'Europe se bouge, ça rejoint ce que disait M. Soubi. Il faut qu'on mette en œuvre assez vite un certain nombre de recommandations du rapport Draghi de septembre dernier, qui met l'accent sur le fait que l'Europe a des carences en matière d'innovation, de talent, d'industrialisation. Je pense que c'est ça la réponse. Alors, pas en 3 jours, peut-être pas en 3 mois, mais c'est maintenant qu'il faut démarrer, sans attendre, la réponse face aux Américains, face aux Chinois. Ouais, je voudrais juste vous montrer un autre phénomène alarmant, puisque vous parliez de ces produits chinois qui pourraient nous envahir. Regardez, on est quand même déjà en quelque sorte envahi par Temu, AliExpress, Chine, des sites de e-commerce en ligne chinois qui inondent déjà le marché européen. Regardez ces chiffres, ils envoient chaque jour. Alors moi, j'ai été interloquée par ces chiffres. 30 avions cargo par jour entre la Chine et l'Union européenne. Ça représente 11 millions de colis et 5000 tonnes de marchandises. Alors, regardez maintenant ce qui pourrait arriver si jamais les échanges entre les États-Unis et la Chine s'arrêtent. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait voir arriver sur notre sol 30 avions cargo de plus et 600 000 colis de plus? Je ne sais pas les chiffres, ce que je sais... moi, je vous confirme que ce sont les bons chiffres. Mais juste, je me demande, ça c'est un exemple concret en fait, des produits qui pourraient déferler sur l'Union européenne. Il y a beaucoup de progrès en matière aéronautique. Bon, avant, ils ne faisaient qu'acheter des Boeing et des Airbus. Ils sont en train de développer leur propre flotte d'avions. Et donc, ça revient à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur autonomie technologique sur beaucoup de secteurs. Je dis simplement par rapport à ces chiffres qui sont impressionnants, moi j'aimerais qu'on vive dans un monde où il y ait un peu de gouvernance mondiale, un monde dans lequel l'Organisation mondiale du commerce qui est à Genève serve à quelque chose. Alors les Chinois, l'autre jour, vis-à-vis des Américains, ont dit qu'ils allaient mettre les Américains qui ne sont pas gentils, entre guillemets, avec eux devant l'OMC. Le problème, c'est que les Chinois eux-mêmes, ils sont certes membres de l'OMC, mais ils ne respectent pas toujours les règles de l'OMC. Donc, tout ça, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et j'aimerais bien qu'il y ait un arbitre dans le système, comme au foot. Merci beaucoup, Christian de Boissieu, pour toutes ces explications. Raymond Soubi, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce que ça vous inquiète, justement, tous ces produits chinois qui pourraient potentiellement déferler sur le territoire européen? Oui, mais d'abord, ce qui m'inquiète, c'est avant même l'effet Trump, que la Chine développait des produits, des technologies très avancées et dont nous étions dépendants. Et que donc, indépendamment même de tout ce qui se passe actuellement, il y avait un début de domination technologique de la Chine. Prenez un exemple tout simple, qui est celui des batteries des voitures électriques. Il y a quelques ingrédients, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, dans les batteries des voitures qui ne sont produits qu'en Chine.
Et donc il suffirait que la Chine dise non mes enfants, je ne vous en vends plus, pour qu'on soit extraordinairement ennuyé. Ça, c'est pas du tout lié à Trump. Alors il y a aussi ce que j'appelle l'effet déversoir, ce dont vous avez parlé, c'est qu'en effet, si la Chine ne peut pas aller vers les États-Unis, elle ira vers l'Europe. Mais indépendamment même de ce phénomène, elle y allait déjà. Et elle était déjà, pour l'Europe, potentiellement un rival industriel, économique, technologique très avancé. Très avancé. Et ce qui se passe... Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je partage assez le sentiment. Supposez que M. Trump, pour vous faire plaisir, change d'avis. Non pas avant minuit, 24 heures, il vous ferait trop plaisir. Mais dans 2 jours ou dans 3 jours. Bon, il dit j'accepte de négocier avec le Japon, avec l'Union européenne, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un souffle de soulagement considérable. On va dire ce Trump, finalement, il est pas si raisonnable. Il est assez raisonnable. Et toute la crise que nous vivons actuellement s'arrêtera. Et donc, je veux dire que c'est une crise qui est liée plus au comportement d'un homme qu'à des sujets structurels préexistants qui la créeraient. Et donc, si vous arrivez à me changer cet homme et à faire que c'est déjà je suis d'accord sur la citation qui a été faite tout à l'heure, il est tout à fait capable de changer totalement d'avis. Et c'est ce que nous verrons donc ces prochaines heures. La plupart des pays aujourd'hui, c'est vrai du Japon, on l'a vu, c'est vrai de beaucoup de pays de l'Union européenne, ils sont prêts presque à tout pour avoir un accord avec M. Trump. D'un côté, ils le critiquent, et c'est heureux, et c'est normal, mais d'un autre côté, ils sont prêts à se précipiter s'il y a la possibilité d'avoir un accord. Il faut pas... Eh bien, dans un instant, justement, je vous montrerai un pays qui n'est pas prêt à un accord et qui est justement prêt au bras de fer, c'est la Chine. Oui. On va parler de ce bras de fer entre ces 2 titans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le grand dossier, Raymond Soubi. Dans un instant, je vous ferai écouter notamment la Chine qui le répète haut et fort aujourd'hui. Non, nous n'avons pas l'intention de nous coucher face aux Américains. Guerre des taxes, et si ce n'était que le début? Bonsoir, soyez les bienvenus dans la suite de votre grand dossier. La Chine n'a pas l'intention de se coucher face à Donald Trump. Résultat, le président américain menace de taxer les produits chinois à hauteur de 104%. On en parle dans un instant, mais avant, c'est l'essentiel de l'actualité avec Wall Street qui s'offre un peu de répit après 3 jours mouvementés. Plus 3,5% pour le Dow Jones, plus 3,7% pour le Nasdaq. Les perspectives de négociation font remonter les cours. Les bourses européennes rebondissent également après 3 jours de baisse consécutive. Paris a ouvert en hausse ce matin. Restons dans la capitale après 3 mois d'audience dans le procès du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Place aux plaidoiries. Le parquet national financier a requis, souvenez-vous, 7 ans de prison à l'encontre de l'ancien chef de l'État et 5 ans d'inéligibilité. La parole est cet après-midi à la Défense qui soutient la relaxe de l'ancien président dans cette dernière ligne droite. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Maintenant, c'est la suite de votre grand dossier. C'est donc un combat de titans. 2 superpuissances s'affrontent. La Chine face aux États-Unis. Pour en parler, on accueille sur ce plateau Bertrand Badré. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ancien directeur général et directeur financier de la Banque mondiale. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton, mais je suis sûre que vous l'avez tous suivi, vous nous l'avez même un petit peu rappelé tout à l'heure, Christian de Boissieu. La semaine dernière, Donald Trump a annoncé des droits de douane de 54%. Alors c'était 34% qui s'additionnaient aux 20% qui avaient déjà été mis en place au moment du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Réponse immédiate de la Chine, même punition, mais cette fois pour les produits américains qui viendraient vers la Chine. Résultat, Donald Trump est furieux et il abat une nouvelle carte. Avec la Chine, contrairement à ce que j'avais dit, ils nous ont imposé des droits de douane de 34% en plus de ceux ridicules qui existaient déjà. Et je leur ai dit que s'ils ne renonçaient pas à ces mesures avant demain midi, nous imposerons 50% de droits de douane en plus que ceux que nous avons déjà mis en place. Bertrand Badré, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est une bataille sans fin. C'est ce que nous disait aussi Christian de Boissieu tout à l'heure.
C'est un combat qui remonte à longtemps. Il faut se rappeler que dans le premier mandat de Donald Trump, il y avait déjà cette obsession chinoise. On avait testé un certain nombre de choses. Les droits de douane avaient déjà été augmentés. C'était un des rares instruments bipartisans aux États-Unis. Biden a continué. D'ailleurs, il n'y a pas eu de changement dans la politique chinoise. Et là, il y a une accélération. Il y a vraiment cette fixation ou cette obsession de la menace chinoise, qui est une menace commerciale, une menace technologique, une menace politique, etc. Et c'est encore une fois le seul sujet, alors avec des nuances, mais bipartisan. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a pas de sujet. Simplement, cette question chinoise, elle embarque tout le reste de la planète maintenant, puisque derrière ça se trouve une deuxième obsession de Donald Trump, qui est l'obsession tarifaire qu'il a manifestée dès les années 80. Donc on a, comme dans toute guerre, il y a malheureusement plusieurs fronts. Il y a un front sino-américain. Il y a un front avec les autres grands pays industrialisés, avec les cas particuliers du Canada, par exemple, du Japon, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, et puis après, il y a tout le reste du monde. Et là, on est effectivement spectateur d'un presque, je n'ose pas dire un show, parce qu'un show, on aura envie d'applaudir. Alors, c'est pas un show, on n'a pas du tout envie d'applaudir, mais d'un système où il y a des tas de gens qui sont déjà victimes et on ne voit pas très bien comment ils vont remonter dans le bateau. On est d'un moment où on est en train de spéculer sur ce que pourrait vouloir Donald Trump. La réalité, c'est que personne n'en sait rien. J'espère peut-être que lui-même a quelque chose à l'esprit. Et aujourd'hui, on est dans cette forme d'incertitude absolue. Donc les marchés rebondissent aujourd'hui à une forme de lâche soulagement. Pour avoir vécu quelques crises financières, ces moments où on a envie de croire que ça va mieux, c'est assez sympa, mais ça dure pas très souvent quand les fondamentaux sont pas touchés. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde d'incertitude absolue. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Oui, alors on peut peut-être s'appuyer sur ce que dit Donald Trump ces dernières heures, puisqu'il poste de nombreux messages sur son réseau social. Ça n'arrête pas. Regardez ce qu'il a dit il y a seulement quelques heures. La Chine souhaite également conclure un accord, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Nous attendons leur appel, cela arrivera. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Grégory Phillips. Donald Trump qui cherche à tordre le bras et puis voir derrière ce que ça donnera. Ce qui me frappe, c'est qu'il fait les questions et les réponses, là. Il faut en principe être deux pour danser le tango, il faut être deux pour négocier. Je voudrais rajouter un point dans les relations compliquées, bien avant Trump, mais compliquées encore par le retour de Trump à la Maison-Blanche, entre les États-Unis et la Chine. La dimension monétaire, parce qu'on parle des droits de douane, c'est très important, mais les Américains, démocrates et républicains, donc il n'y a pas de différence ici, accusent toujours la Chine depuis des années de sous-évaluer sa devise. Bon, la devise chinoise s'appelle le yuan, et donc les Américains considèrent que la Chine, au fond, est dans une guerre d'échange. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que on a l'air de dissocier les aspects commerciaux des aspects monétaires et financiers. Pour moi, ils sont liés. Et Trump, il veut aussi faire baisser le dollar, parce qu'il considère que les autres, les Chinois, nous Européens avec l'euro, les Japonais avec le yen, nous serions soi-disant sous-évalués, que le dollar serait surévalué, ce qui n'est pas du tout évident dans les relations entre l'Europe et les États-Unis. Alors vis-à-vis de la Chine, c'est peut-être un peu plus ouvert comme débat. Ce qui est compliqué, c'est que là on touche aux contradictions des gens qui ont fait coalition avec Trump. Jusque-là, il y avait un espèce d'élan qu'on a vu au moment de l'élection, qui a d'une certaine manière, la vague a duré jusqu'à l'inauguration, où d'un côté, vous aviez, pour être extrêmement simpliste, les gens du type Steve Bannon, les populistes, qui disent on va ramener les emplois industriels, on va refaire comme avant. Et puis les gens, plutôt le business, on a vu le revirement de Ackman hier, ou de Musk, qui commence à être un peu plus compliqué, qui, eux, parier que Trump, ce serait moins de taxes et moins de réglementation. Et on voit bien qu'à un moment donné, là, on est en plein dans la contradiction. C'est-à-dire que quand on part dans une guerre commerciale, ça ne plaît pas du tout au soutien financier et capitaliste de l'origine. En revanche, la base industrielle, à tort ou à raison, elle est très excitée. Et donc, comment est-ce qu'on maintient, je dirais, ce troupeau de chats sous la tente ? Ça va être le défi politique des prochaines années. On voit bien que ça commence à grincer au Sénat. Si vous êtes élu dans le Chicago, vous dites que c'est pas mal pour mes travailleurs d'automobile ou à Détroit. Si vous êtes dans l'Iowa, vous dites que c'est bien pour mes agriculteurs. Puis si vous êtes ailleurs, vous dites attention, c'est compliqué. Donc on sent que ça travaille de partout, mais on a quand même un président tout-puissant avec ses obsessions et sa vision, et avec cette capacité effectivement à changer. Et donc, on ne sait pas probabiliser en réalité. Je ne sais pas dire s'il y a 90% de chances qu'il va négocier ou 10%. J'en ai aucune idée. Valérie Nataf. Il y a autre chose peut-être que Donald Trump devrait prendre en compte. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je suis incapable de lire le cerveau de Donald Trump. Mais autant aux États-Unis ou en Europe, il y a des opinions publiques. Et donc, il faut en tenir compte pour décider d'un certain nombre de choses. Autant quand il s'agit de la Chine,
c'est pas une opinion publique, même s'il y a eu quelques mouvements d'humeur pendant la crise du Covid, c'est que c'est un continent quasiment qui est tenu d'une main de fer et à qui on peut faire passer un certain nombre de mesures. Et par ailleurs, un économiste avec qui je discutais hier me disait on n'imagine pas la capacité de résilience et donc de souffrance qui est capable d'encaisser le peuple chinois. Et que donc, Donald Trump, là, en disant ils vont passer un appel, etc., sous-estime vraisemblablement la capacité de résistance de la Chine. Oui, d'autant plus que... Pas perdre la face. Enfin, c'est un truisme de dire en ça. Plus, c'est quelque chose de fondamental dans la culture, c'est on va pas perdre la face. L'idée que Xi Jinping puisse dire t'as raison, on arrête là. Oui, vous voulez dire qu'on se trompe complètement si on imagine ça. En tout cas, Donald Trump n'a peut-être pas assez écouté le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, parce que lui, il le dit ces dernières heures, on n'a pas l'intention de se soumettre. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane et une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Alors c'était dur à trouver, mais Grégory Phillips, et si Donald Trump était tombé sur plus entêté que lui? Et pourtant, pardonnez-moi, mais je vais encore vous parler de mes lectures de l'après-midi, mais dans des articles sur les Chinois, que on a compris que vous saviez lire. Que dit-il? J'ai lu des centaines de livres sur les Chinois, je connais les Chinois, j'ai fait beaucoup d'argent avec les Chinois, je comprends l'esprit chinois. Là, visiblement, il y a un léger malentendu, mais même dans le message que vous avez diffusé tout à l'heure, quand il dit « j'attends qu'il m'appelle », etc., il est très ambivalent et très contradictoire. Dans ses déclarations vis-à-vis du dirigeant Xi Jinping, il parle d'amitié, de respect, c'est un grand dirigeant, etc., et il essaie de lui tordre le bras d'un autre côté. Donc dans sa relation avec la deuxième puissance économique mondiale, même Trump n'est pas très lisible. Il passe du chaud au froid et on va voir effectivement dans les prochaines heures si la menace des 104% est appliquée ou pas. Et puis ce que vous nous avez dit, c'est vrai que c'est pas très convaincant. Christian de Boissieu, non pas ce que vous nous avez dit, mais ce que vous nous avez lu sur la déclaration de Donald Trump. Pardonnez-moi. Christian de Boissieu. Se mettre dans la tête de Trump, c'est impossible. Bon, je disais tout à l'heure, il donne l'impression d'être volatile, presque aussi volatile que les marchés financiers eux-mêmes. Donc, c'est compliqué. La deuxième remarque, on parle à juste titre de l'importance de ces relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis. Je trouve que de ce fait-là, on oublie un peu le reste du monde. Et moi, ce qui me frappe, c'est que la politique américaine en ce moment va poser des problèmes majeurs aux pays dits du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, la suppression de l'aide américaine au développement, USAID, comme on dit. On est dans un contexte où quand même, je veux dire, c'est un peu dangereux parce que les BRICS se sont élargis, s'organisent un peu. Il y a un mouvement politique plus qu'économique, de contestation de la puissance américaine en provenance de ce qu'on appelle le Sud global. Si vous voulez, les BRICS élargis. Et je pense que les Américains, ils ont tort d'oublier cette partie-là du monde parce qu'elle existe. Voilà. Ouais, alors maintenant, je voudrais qu'on se pose une question. Est-ce que les États-Unis sont capables de se réindustrialiser? Parce que ça va être leur prochain challenge. Est-ce qu'ils sont capables de remplacer le travail fait par la main-d'œuvre chinoise? Regardez cette vidéo parodique chinoise qui circule sur les réseaux sociaux. Je rends à César ce qui doit être rendu à César. C'est Valérie Nataf qui a trouvé cette vidéo. Voici ce qu'il faut lire entre les lignes. Les Américains, bon courage. Valérie, est-ce que finalement les Chinois appuient là où ça fait mal? Oui, et puis leur ironie est terrible parce que qu'est-ce qu'on remarque en voyant ces images? Ce sont souvent des gens en surpoids, des ouvriers en surpoids, une population
vieillissante, qui a du mal à faire fonctionner les machines dans les ateliers. C'est une qui n'a pas l'air très heureuse sur les vidéos. Qui n'a pas l'air très heureuse. L'ironie est terrible. Bon, on peut commenter à loisir. Je trouve que ça dénote une impression qu'ont les Chinois sur... enfin, en tout cas, ceux qui ont fait cette vidéo, sur cette puissance déclinante qu'est les États-Unis, qu'ils illustrent avec ce type de vidéo. Malgré tout, Bertrand Badré, est-ce qu'on ne met pas aussi enfin, comment dire, est-ce qu'on ne regarde pas là où justement il y aura des difficultés pour les Américains? C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront capables de se réindustrialiser? Ça, c'est une question légitime. Les tarifs tout seuls, ça ne va pas marcher comme ça. C'est pas parce que vous mettez des barrières que ça va brusquement changer l'économie intérieure, qui par ailleurs fonctionne assez bien aujourd'hui. C'est d'ailleurs tout le drame de tout ce dont on vit, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on fait ça maintenant. Bon. Une politique de réindustrialisation, ça prend des années. On le voit bien en France, on en parle, on a du mal, etc. C'est une question d'investissement, c'est une question d'innovation, c'est une question de formation. Enfin, on rappelle avec émotion qu'il y avait des centaines de milliers d'ouvriers dans le textile à New York il y a 50 ans. On ne va pas les faire revenir à Manhattan. Enfin, ça n'a pas de sens de refaire, etc. Donc on entretient une espèce d'illusion qui nécessitera beaucoup plus que les tarifs. Enfin, l'idée que du seul fait que vous mettiez des barrières à l'entrée, brusquement la main invisible va se redéployer aux États-Unis et qu'on va refaire toute une série d'usines dans les campagnes, ça n'arrivera pas. Et en tout cas, certainement pas tout seul. C'est totalement clair. Donc on est face à effectivement un discours, on ne voit pas où ça va, en tout cas pas sur les bases dont on parle aujourd'hui. Les États-Unis vont donc devoir fabriquer leurs vêtements, leurs smartphones. Si on prend uniquement l'exemple de l'iPhone. Regardez ces chiffres, Christian de Boissieu. 85% des iPhones sont produits par la Chine. À l'heure actuelle, les États-Unis ne produisent aucun iPhone sur leur sol. Et si on regarde les pays qui contribuent à la fabrication des iPhones, eh bien pour la fabrication des pièces détachées, par exemple, vous avez le Vietnam, la Chine aussi, mais aussi l'Inde. Ça veut dire qu'il n'y a pas à court terme de solution de substitution du côté américain. C'est-à-dire qu'ils vont rester quand même dépendants de la Chine et il va y avoir la question des inégalités. Il y a des Américains qui pourront se payer les tarifs et d'autres, classes moyennes, inférieures ou encore plus bas, qui vont avoir des difficultés. Oui. Bon, et j'ajoute quand même que ce clin d'œil à la fois ironique et assez méchant des Chinois sur les États-Unis. C'est pas fait pour que ça plaise aux Américains. Voilà, oui. Les Américains n'avaient jamais rien fait sur les Chinois. Non, mais je dis simplement que la question qui est aussi posée, ce sont les pénuries de main-d'œuvre qu'il va y avoir du côté américain, en liaison avec justement la politique d'immigration mise en place par le président. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'il y ait un peu de cohérence dans tout ça. Il faudra qu'il y ait une cohérence entre la politique de limitation ou pas de l'immigration et quelle politique d'immigration sélective face à des secteurs dans lesquels il risque d'avoir aussi des pénuries de main-d'œuvre. Donc la réindustrialisation, c'est l'innovation, c'est l'investissement et sont les talents. Et je me retourne vers vous, Christian. Est-ce que la cohérence, c'est les baisses d'impôts promises par Trump par l'application de ces droits de douane? Est-ce que ça, c'est cohérent? La cohérence, là encore, il y a la question des inégalités. Qui va en profiter? Bon, ceux qui payent des impôts, si je puis dire. Bon, et deuxièmement, ça va, à mon avis, accentuer l'inflation. Vous ajoutez les droits de douane, la baisse des impôts qui va augmenter la consommation et l'investissement à l'intérieur des États-Unis, plus, je crois, une baisse du dollar. Je ne sais pas de quelle ampleur qui est dans le tuyau. Les trois choses font que l'inflation américaine, à mon avis, va être la barrière à M. Trump. Si on regarde le prix de l'iPhone, les premiers calculs disant si on faisait tout l'iPhone aux États-Unis, il sortirait en coût d'usine à $3 500. À $3 contre $350 sortie usine en Chine. Alors moi, les prévisions que j'avais, il pourrait coûter plus 43%. Ça, ce sont certaines prévisions aussi qui sont apportées. Mais vous avez raison, en tout cas, le prix augmenterait considérablement pour l'iPhone. Ou pour une basket Nike. Enfin, je veux dire, tout à l'avenant. Enfin, bien sûr. Alors, dans un instant, on va se poser cette question. Est-ce que l'Union européenne est fichue? Qui a dit que Donald Trump était fermé à toute négociation avec nous? Eh bien, écoutez Donald Trump, il nous tend la main, il nous propose un deal. Ils vont devoir acheter notre énergie, parce qu'ils en ont besoin. Ils vont devoir nous l'acheter. Ils peuvent l'acheter. Nous pouvons récupérer 350 milliards en une semaine. Alors, est-ce que les Européens plieront? Faut-il céder à Donald Trump et acheter son énergie?
Vous avez quelques instants pour y réfléchir et pour répondre à cette question dans un instant. Ce sera la suite de votre grand dossier. On est de retour dans votre grand dossier. Merci de nous rejoindre sur LCI. Comment mettre fin à cette guerre des taxes ? Donald Trump peut-il revenir à la raison ? C'est en tout cas ce qu'espère Emmanuel Macron. Le chef de l'État est en ce moment même en Égypte. Il vient de s'exprimer. Il dit que Donald Trump doit absolument revenir sur ce qu'il a dit. L'objectif que nous poursuivons, c'est de protéger l'ensemble de nos secteurs économiques et tous nos compatriotes qui travaillent dans ces secteurs. Mais c'est d'arriver à une situation où le président Trump revienne sur sa décision. Et donc l'objectif, pour nous, il est simple. C'est le démantèlement des tarifs et qu'on arrive à une situation où il y a une libre circulation et que la prospérité puisse se faire. Pour en parler sur ce plateau, on est toujours avec Bertrand Badré, Valérie Nataf, Christian de Boissieu, Grégory Philippe, j'ai votre visage et votre prénom évidemment, et Jade Partouche nous a rejoint. Oui, pardon, j'ai quelques moments de trou de mémoire. Je voudrais vous faire écouter Donald Trump, parce que beaucoup disent que finalement que Donald Trump n'est pas prêt à plier. Pourtant, si, il propose un deal ces dernières heures. Écoutez ce qu'il propose aux Européens. Nous avons un déficit commercial de 350 milliards de dollars avec les Européens. Et il va disparaître rapidement. Pour le faire disparaître facilement et rapidement, ils vont devoir acheter notre énergie. Parce qu'ils en ont besoin. Ils vont devoir nous l'acheter. Ils peuvent l'acheter. Nous pouvons récupérer 350 milliards en une semaine. Alors c'est avec vous, Jade Partouche, qu'on va décortiquer ce que veut Donald Trump. En fait, il veut nous vendre son énergie aux Européens. Oui, il l'a dit très clairement, je veux que les Européens achètent mon pétrole brut et mon gaz. Rapide état des lieux, les États-Unis exportent aujourd'hui 4 millions de barils de pétrole brut par jour. 2 millions vont en Europe, le reste c'est pour l'Asie. Donc l'Europe achète déjà du pétrole, plus de 50% des exportations américaines vont en Europe. Mais Donald Trump veut aller encore plus loin en devenant le fournisseur principal de l'Europe, pour ne pas dire le seul. Quand on regarde où l'Europe achète aujourd'hui son pétrole brut, 17% vient des États-Unis, 80% du reste du monde. Dans le monde rêvé de Donald Trump, il faudrait presque que cette proportion s'inverse. Même chose pour le GNL, même s'il faut quand même le dire, on est beaucoup plus dépendant des Américains sur ça, parce que plus de 50% de notre GNL vient des États-Unis aujourd'hui. Courbe à l'appui, on se rend compte d'une chose sur cette courbe, c'est quand la guerre en Ukraine a éclaté qu'on a dû se tourner vers le GNL américain pour remplacer le gaz russe. Mais depuis un an, la tendance s'inverse tout doucement au profit de la Russie, qui recommence à exporter son gaz. Mais alors, y a-t-il urgence pour les États-Unis à conserver leur marché européen ? Alors, plus que jamais oui, pour deux choses. La Chine vend aujourd'hui son énergie en Europe et en Asie. Il se passe quoi ? Le marché chinois devient on ne peut plus incertain pour Trump, et l'Inde se tourne davantage vers le pétrole russe qui brade les prix. En 2023, je regardais un chiffre, elle importait 146 000 barils de pétrole américain par jour, soit 47% de moins par rapport à 2022. L'Europe reste donc aujourd'hui le seul presque à pouvoir acheter l'énergie américaine. Il faut écouler les stocks. Trump est presque, j'ai envie de dire, pris au piège de son drill, baby drill, et il n'a jamais autant produit. Aujourd'hui, les États-Unis produisent 13 millions de barils par jour. C'était 7,8 à peu près en 2013. Ce qui fait d'eux les plus importants producteurs de pétrole brut au monde. Il faut quand même l'avoir en tête. Idem pour le GNL. Les États-Unis sont aujourd'hui les premiers exportateurs mondiaux de GNL. Ils exportent 120 milliards de mètres cubes par an. Trump envisage d'avoisiner les 200 milliards. Donc il veut aller encore plus loin, sauf que produire plus sans savoir à qui vendre, ça n'a pas vraiment de sens. Les Européens sont assez frileux à l'idée d'avoir tous leurs œufs dans le même panier. Et puis la tendance, il faut quand même le préciser, est plutôt à l'énergie verte, ce que les États-Unis ne font absolument pas, alors que la Chine va doucement mais sûrement sur ce terrain-là. Donc question, est-ce qu'il faut acheter plus d'énergie aux Américains pour réduire les taxes, quitte à recréer une dépendance, ou au contraire rester sur un marché diversifié, mais accepter d'être taxé, c'est toute la question. Merci beaucoup, Jade Partouche. Vous avez une réponse, Christian de Boissieu ? Moi, je resterai sur un marché diversifié. Trump, il ne peut pas décider pour nous. Donc ça veut dire que vous dites non à l'accord qui est proposé par Donald Trump, en quelque sorte. C'est un accord, c'est pas un accord. Ah oui, je vais peut-être un petit peu loin quand j'ai un accord, mais en tout cas, il tend la main. C'est pas ce que j'appelle un accord, il décide pour nous.
en disant il faut que les Européens achètent plus, et puis j'y arriverai, j'y viens. Mais en échange de quoi je veux dire, il ne peut pas gagner sur tous les tableaux, il veut le beurre et l'argent du beurre. Donc moi je pense qu'il faut que nous, Européens, nous soyons pragmatiques, que nous jouions la diversification aussi pour des raisons géopolitiques. Voilà, suite à la guerre en Ukraine, on a diversifié nos sources énergétiques. Alors je salue la politique énergétique des États-Unis, puisque les prix de l'énergie sont beaucoup plus bas chez eux que chez nous. C'est bien mis en évidence dans le rapport que je citais de Mario Draghi de septembre dernier, mais c'est pas parce qu'ils ont fait une politique d'autonomie stratégique en matière énergétique, ils sont autonomes, ils exportent, que nous, ils doivent nous dicter nos choix. Nous, il faut qu'on choisisse en fonction de critères économiques et géopolitiques. Voilà. Et éventuellement écologiques aussi. Écologique, je n'oublie pas, parce que, excusez-moi, vous l'avez dit vous-même, je n'oublie pas le fait que nous restons sur la piste de l'accord de Paris 2015, et je crois qu'il faut vraiment réaffirmer à chaque occasion, alors qu'à nouveau, les Américains avec Trump sont sortis de l'accord de Paris. Grégory Phillips, est-ce que c'est une bonne idée de dire non à Donald Trump? C'est en tout cas ce que préconise Christian de Boissieu. Moi, je suis toujours l'avis de Christian de Boissieu, par principe. C'est dangereux. Mais non, en tout cas, on voit que l'Europe, contrairement à la Chine dont on parlait précédemment, hésite à taper fort. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette perspective de peut-être négocier. D'ailleurs, la riposte européenne n'est pas encore annoncée. Elle sera peut-être annoncée la semaine prochaine. Et on voit qu'il va falloir se mettre d'accord au niveau des 27 pour voir quelle réponse apporter à Donald Trump. Pour l'instant, j'ai l'impression que Bruxelles et les 27 pays qui composent l'Union sont plutôt encore persuadés qu'il y a moyen de négocier, de discuter avec Donald Trump et qu'on n'est pas encore totalement dans un combat. Oui, Valérie Nataf. Pardon, oui, c'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel Macron. C'est ce qu'il espère, en tout cas, depuis l'Égypte. Moi, ce que j'entends dans ce que dit Emmanuel Macron, peut-être est-ce que je me trompe, mais c'est que, oui, il faut négocier, d'abord négocier, mais il dit derrière, quand même, si l'Europe doit prévoir ses ripostes, et des ripostes qu'il faudra assumer. Comme toujours avec Emmanuel Macron, c'est une caresse et une claque. Et par rapport à Trump, je trouve que l'attitude est la bonne, puisque c'est exactement ce que fait Donald Trump. Donc, c'est notre manière, la manière française en Europe de répondre, et c'est peut-être la bonne réponse. Je pense que c'est important ce que vous dites, c'est un peu comme pour le Canada, c'est-à-dire que c'est comme à un moment, il faut call the bluff. Ouais, ok, tu me menaces, tu penses que j'en suis pas capable. Voilà, exactement. Carnet était très clair là-dessus. Je pense que l'Europe doit... La question qu'on n'a pas testée, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Je le souhaite et je l'espère, mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Comme l'a dit Christian, de dire je vais avoir 350 milliards en une semaine, c'est une posture, c'est pas une négociation. Même dans l'art du deal, je crois pas qu'il y avait ce chapitre comme ça. Et effectivement, ce serait absurde, alors qu'on a eu tant de mal à sortir d'une dépendance à la Russie, de se recréer une dépendance à Trump. Enfin, ça n'a pas de sens. La diversification est évidemment la clé. Et puis la stratégie, même si elle est un peu amendée, de Green Deal et de diversification de nos sources d'énergie et de durabilisation de nos sources d'énergie, c'est ça qui nous distingue aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Chinois eux-mêmes ne se trompent pas. Ils vont à fond dans cette direction. Donc je crois que pour l'instant, il ne faut pas... On agite des miroirs un peu aux alouettes, il ne faut pas se précipiter. En fait, c'est un peu comme la dissuasion. C'est-à-dire qu'on a des armes atomiques, entre guillemets, qu'on peut déclencher contre la guerre économique que vous nous déclarez, et il y a une certaine incertitude sur notre volonté de les utiliser. Il y a d'autres éléments. On se focalise beaucoup, et c'est peut-être plus la culture de Trump, sur les biens physiques, sur l'énergie, etc. L'Europe, c'est un gigantesque marché pour les services américains. Oui. On n'est pas désarmé. Je m'appelle Facebook ou Microsoft. Alors, je dis pas que l'Europe peut débrancher ça du jour au lendemain. Mais je dis déjà, le marché chinois l'aurait à peu près fermé. C'est une bonne partie de l'économie mondiale. Si nous, on commence à prendre des mesures de rétorsion sur le marché des services, je pense que la base économique qui soutient Donald Trump va commencer à tousser dans le poste. Donc là aussi, il ne faut pas faire de misérabilisme, il ne faut pas arriver, on n'est pas les bourgeois de Calais avec la corde au cou. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas dans la situation allemande, la situation italienne, tout le monde a ses intérêts. Mais le choc est tellement rude qu'on a une petite chance d'arriver à faire masse. Oui, Christian de Boissieu. Le chiffre qu'il donne dans ce reportage que vous avez passé, c'est le chiffre du déficit commercial sur biens. Il ne tient pas compte des services, parce qu'en matière de services... Oui, ce que vous nous dites souvent, il mélange un petit peu tout. Voilà, et il le en matière de services, les Américains sont excédentaires par rapport à ça. Et donc là, il sort le chiffre qui l'arrange. Et ce qu'il appelle l'art de la négociation, son bouquin d'il y a 20 ans,
moi j'ai l'impression que c'est là il est en train de développer l'art de l'unilatéralisme. Ou de la mythomanie. C'est le contraire de la négociation. On va écouter Donald Trump ces dernières heures qui disait qu'il est persuadé que les États-Unis ont le plus d'énergie fossile dans le monde. Écoutez-le, il montre les muscles, encore une fois. Nous avons plus d'énergie que n'importe quel autre pays au monde. Nous disposons de toutes les formes d'énergie, du pétrole, du gaz, du charbon, et on parle de ce que j'appelle le charbon propre et magnifique. Nous avons du pétrole et du gaz plus que quiconque. Nous sommes le pays le plus riche en énergie au monde, plus que l'Arabie Saoudite et plus que le reste du monde. C'est ce qui caractérise Donald Trump. Il est assez humble quand même depuis. Quelqu'un veut réagir à la dernière déclaration de Donald Trump. Le concept du charbon propre est assez intéressant, mais ça c'est très trumpien dans sa rhétorique évidemment. La réalité, c'est que sur les énergies fossiles, il n'a pas complètement tort. Mais que c'est de moins en moins le sujet. Enfin, c'est peut-être la guerre d'avant. Alors, on a un problème de transition dans les 10-20 prochaines années, mais il ne faut pas qu'on se détourne des accords, comme l'a rappelé fort justement Christian, les accords de Paris qui en plus portent notre nom. Il faut qu'on reste accroché à cette boussole. Je voudrais vous montrer à quel point ça se tend dans le clan Trump ces dernières heures. C'est assez croustillant si vous aimez les petites disputes, notamment Peter Navarro, que vous connaissez forcément, conseiller du président des États-Unis, qui disait hier en interview, alors c'est une balle perdue pour Elon Musk, Elon Musk n'est pas un constructeur automobile, c'est un assembleur de voitures. L'intéressé a beaucoup apprécié, il a réagi ces dernières heures avec beaucoup de gentillesse. Navarro est vraiment un crétin, il est bête comme ses pieds. Est-ce que ça veut dire, Valérie Natav, vous qui connaissez parfaitement la politique américaine, est-ce que là, on sent quand même qu'il y a des tensions qui commencent à naître au sein de l'administration Trump? On sait aussi qu'Elon Musk est contre les nouvelles taxes qui ont été promises par Donald Trump. Je trouve, on verra, il ne faut pas non plus trop s'emballer, mais les coups de boutoir portés par Elon Musk sur des pans entiers de la politique de Donald Trump me semblent révélateurs de ce qui est en train de se passer, sinon à la Maison-Blanche, du moins dans les cercles du pouvoir. Il y a certes un clan qui se tient, mais vous avez quand même un Elon Musk qui lâche ses coups, dont on dit qu'il va s'éloigner, que l'accord a été fait pour qu'il quitte le DOGE, son département d'efficacité gouvernementale. Et à ce moment-là, on l'a déjà vu plusieurs fois critiquer la politique trumpiste sur les visas, par exemple, puisque vous parliez des talents tout à l'heure. Christian, lui, dit que sans visa, on ne pourra pas attirer des talents. Et avec la question du libre-échange et la manière dont il s'attaque au gourou, d'une certaine manière, de Donald Trump, Peter Navarro, ça nous indique que en coulisses, la bataille doit être rude. C'est aussi parce que, pardon Christian, il y a vraiment, si on parle de philosophie, deux philosophies très différentes entre ce Musk libertarien qui ne jure que par le libre-échange, l'entreprise et le succès qu'il a connu dans beaucoup de ses initiatives, et Trump avec ce protectionnisme à la papa, hérité de McKinley, on referme toutes les frontières, etc. Donc là, je trouve qu'au-delà des insultes qui évidemment nous font sourire parce que Musk est un personnage fantasque, je trouve qu'il y a vraiment deux grilles de lecture qui commencent à s'opposer. C'est pas la première fois, Valérie a raison, mais là on est sur des problèmes de fond. Les deux hommes sur ce que doit être le monde, ce que doit être le commerce mondial ne sont pas d'accord. Je me demande si Trump n'est pas en train de profiter de cette dualité et de ces oppositions d'une certaine façon, parce que ça lui permet aussi, lui, d'arbitrer entre tout ça et éventuellement de justifier des modifications de sa propre position. Toute sa campagne électorale. Il a fédéré une coalition improbable de gens qui, au fond, avaient pas beaucoup de choses en commun, si ce n'est le fait qu'il voulait renverser la table. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, effectivement, maintenant qu'on rentre dans les décisions, ça rend visible un certain nombre de contradictions, dont je faisais référence à l'heure à Steve Bannon, qui est un peu je vais pas dire le penseur, mais en tout cas celui qui popularise l'idée qu'il faut revenir effectivement aux années 50, voire au début du siècle. Versus Musk qui lui dit, il faut au contraire abolir les frontières, aller sur Mars et la technologie va gagner. C'est pas compatible. Et on voit bien que cette question des tarifs, elle met le doigt précisément là, et que Trump, effectivement, il garde son degré de liberté. Et on revient à cette espèce d'incertitude absolue où on ne sait pas, au final, comment il va utiliser cette liberté. Il va y avoir un test intéressant, ce sont les relations entre Trump et le patron de la Fed, la Banque centrale. Parce que, clairement, il y a un risque d'inflation.
et je pense que c'est même plus qu'un risque, ça devient une réalité aux États-Unis, et que donc la Banque centrale américaine peut être poussée à remonter ses taux d'intérêt face à l'inflation, alors que Trump veut absolument qu'elle les baisse, pour des raisons de conjoncture économique, d'activité. Et donc il va y avoir un vrai test sur quel est le degré d'indépendance effective de la Banque centrale. Ça va arriver très vite. Surtout que dans les premières mesures, il y en a tellement qu'on a du mal à garder le fil, mais dans les premières mesures prises par cette administration, il y a la réinféodation, si je puis dire, des agences fédérales à la Maison-Blanche. Sauf la Réserve fédérale. La Réserve fédérale américaine est la seule institution fédérale qui reste indépendante de la Maison-Blanche aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va le rester, mais c'est un vrai test. C'est un vrai test. Quand on voit effectivement... alors ça, c'est partie du théâtre américain. Le président qui dit « j'espère que la Réserve fédérale va baisser ses taux, etc. » C'est pas la première fois. Mais là, on sent bien que c'est plus existentiel. Et est-ce qu'il faut s'attendre à plus de tensions encore autour de Donald Trump ? Intuitivement, je pense que Jay Powell ne va pas céder. Ouais. Et qui voudra mourir, sortir par le haut si ça finit mal. Mais ça peut très mal se finir. J'espère, parce que s'il y a une campagne lancée par le président en tout cas, c'est un vrai... contre la Fed et contre Jim Powell, ça va. Alors là, sur les monnaies, sur les taux, etc., on part en vrille. Hein. Non, mais c'est pas ce que je souhaite. Encore plus qu'aujourd'hui. Mais personne ne le souhaite. Mais c'est pas. Et c'est notamment les arguments qui étaient avancés par Grégory Phillips. On voit bien qu'il n'a pas le soutien de tout son clan, Donald Trump, et c'est aussi là un argument de plus qui pourrait le faire flancher. Oui, encore une fois, je pense que c'est vraiment un problème de fond au-delà de forme. Et quand vous citiez son clan, on parle de Musk, mais vous pensez que Zuckerberg et tous les autres qui étaient là à l'investiture vont apprécier que l'économie se dérégule complètement et qu'ils n'arrivent plus, par exemple, à vendre Facebook aux Européens, etc. Je pense que tous ces gens-là étaient là le 20 janvier. S'ils vont à la Maison-Blanche discuter avec Trump, je pense qu'ils pourront exprimer une certaine colère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand dossier.